Bonjour, vous écoutez Parole d'inclusion, un podcast du service des publications de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Ce podcast est l'interview d'une autrice ou d'un auteur dont l'ouvrage porte sur l'école et ou la société inclusive. Il est animé par Dimitri Avgoustidis, directeur des collections. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Nathalie Lévy-Dumont. Bonjour Madame Lévy-Dumont. Vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'INSHEA et membre du groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires. Vous avez publié en 2017 un fichier d'exercice de jeu de lecture en braille, imprimable, Oui. accompagné d'un livret pédagogique. Comment ces fiches ont-elles été conçues ? Les fiches ont été conçues à partir de ce que j'avais commencé à trouver pour ma thèse. Ma thèse s'intitule « L'apprentissage de la lecture chez les enfants aveugles, difficultés et évolution des compétences ». C'est une étude longitudinale de quelques enfants aveugles complets de naissance apprenant à lire en braille. Je voyais que certains exercices que je leur soumettais fonctionnaient bien, indépendamment du contexte de scolarisation, de leur niveau et des démarches de leurs enseignants. Comme à l'époque, les manuels d'apprentissage en braille étaient inutilisables, surtout parce qu'ils étaient très désuets, et que les enseignants spécialisés, qui étaient déjà mes étudiants, n'avaient aucun outil pédagogique pour leurs élèves, j'ai mis un peu la thèse entre parenthèses, si je puis dire, pour proposer des exercices à des élèves plus nombreux et au profil plus varié, par exemple des malvoyants qui passaient au braille. Comment apprendre à lire et à écrire pour un non-voyant ? Déjà, c'est très intéressant que vous me parliez de lire et d'écrire. Il faut, comme pour les voyants, lier ces deux apprentissages qui se confortent mutuellement. En braille, il est absolument impossible, du fait de la modalité tactile, d'avoir une perception globale du mot. On part donc de la lettre, on apprend sa configuration de points en lecture et en écriture. Les points en braille ont une numérotation conventionnelle. On passe à la syllabe, aux mots, aux phrases, aux textes. On les lit et on les écrit. Comme je le disais, la progression peut être différente en noir et en braille, car on ne confond pas les mêmes lettres. Mais il existe de nombreuses compétences communes aux élèves voyants et aux élèves aveugles, notamment la conscience de l'écrit, la maîtrise de la langue orale, le vocabulaire, la correspondance grapho-phonémique. Quand l'enfant est inclus dans une classe avec des voyants, ces apprentissages peuvent être légèrement décalés car il a, au niveau technique, plus de lettres à mémoriser que ses camarades, du fait qu'en braille, il n'y a pas de signe diacritique. C'est-à-dire, par exemple, qu'un E accent grave n'a rien à voir en braille avec la lettre E. Il y a aussi une très grande densité d'informations sur chaque caractère et plus de confusion que les caractères en noir. Également, le toucher est un processus de connaissance lent et la lecture peut être plus lente. Enfin, même s'il existe des images tactiles très importantes, leur décodage peut être difficile et elles n'ont pas le même rôle de point d'appui pour la compréhension que pour les voyants. Ici, je parle surtout des enfants apprenant à lire en braille, que je distingue des enfants déjà lecteurs qui passent au braille et qui doivent alors apprendre le code en changeant de modalité. Ils peuvent utiliser le fichier aussi, mais évidemment, ils n'ont pas à réapprendre le code. Dans les premiers apprentissages, on apprend à lire et à écrire sur du papier. Par la suite, l'élève commencera à se familiariser avec un appareil électronique pour la lecture et la prise de notes, muni de ce qu'on appelle une plage braille, où des picots apparaissent et disparaissent. Cela lui permet de lire des documents numériques et, quand il écrit, de se relire et de se corriger, comme avec un traitement de texte. La maîtrise de ce genre de bloc-notes est très intéressante en situation inclusive, car ils évitent des documents encombrants, le braille prend beaucoup de place et ils permettent une écriture plus rapide et silencieuse.
Cependant, pour les débuts des apprentissages, le papier reste très important pour prendre des repères, pour garder des traces facilement et pour le lien lecture-écriture, la représentation mentale de l'écrit. Quand faut-il commencer ? Je dirais le plus tôt possible pour tout ce qui concerne la familiarisation avec l'écrit, sa syntaxe, son usage, la familiarisation même avec l'objet livre, qui n'est pas très présent dans l'univers naturel, notre univers naturel de voyants, à part peut-être sur les boutons d'ascenseur, sur les boîtes de médicaments, sur certains emballages. Le livre en braille est difficile à trouver. Le toucher, en plus, n'étant pas une perception à distance, il faut avoir à l'esprit, pour les parents, pour les professionnels de la petite enfance, qu'il faut une démarche volontariste pour cette familiarisation. On est obligé à chaque fois de montrer les choses à l'enfant, de faire toucher. Idem pour l'écriture. On ne peut pas imaginer un enfant de pays développé n'ayant jamais vu ou utilisé un stylo ou un crayon avant la grande section ou le CP. Mais la machine à écrire Perkins n'est pas souvent financée pour les jeunes enfants. Et si par le biais d'un service d'accompagnement, on peut leur en prêter une, c'est vraiment préférable. Par ailleurs, avant un apprentissage structuré de la lecture et de l'écriture, il y a une étape très importante dans un espace tridimensionnel pour que l'enfant affine son toucher, prenne l'habitude d'utiliser ses deux mains, prenne des repères spatiaux et aussi apprenne à écouter, à utiliser sa mémoire auditive. Donc tout cela, ça se fait avec des jeux, avec des objets de la vie quotidienne, avec aussi du braille agrandi, etc. Quelle est la logique du fichier ? On fait travailler de façon progressive tous les aspects de l'apprentissage de la lecture en braille, depuis les compétences préalables à la compréhension de lecture de texte. Il y a donc 5 grandes parties que j'ai nommées observation, correspondance grapho-phonémique, lecture de mots, lecture de phrases et lecture de texte, avec des séries d'exercices et de jeux correspondants. Cela correspond tout de même à plus de 700 fiches, certaines ayant un côté très ludique, comme les chasses à l'intrus et surtout les devinettes qui amusent beaucoup les élèves et les enseignants et qui permettent une grande interactivité entre les élèves. Selon les besoins, on n'est pas du tout obligé de faire aux élèves toutes les fiches d'une série et surtout pas toutes les fiches du fichier. Ils sauront lire avant, on espère. La banque de mots, à la fin du livret pédagogique, permet aussi aux enseignants de générer d'autres exercices, d'autres jeux et d'inventer d'autres situations. J'explique dans le livret pédagogique que tous les contenus peuvent être modifiés pour les accorder à l'âge et au goût des élèves, voire à ceux du professeur, et les adapter à la vie de la classe. Donc on peut prendre les idées, la trame des fiches et tout modifier dans les contenus. Une élève appelée Anna aura toujours plus de plaisir à lire une phrase contenant son prénom que si moi j'ai écrit Annie, par exemple, dans mon fichier. Ou dans une chasse à l'intrus, sur les prénoms, elle préférera lire son prénom et celui de ses camarades de classe. On peut travailler plusieurs aspects de l'apprentissage de la lecture en même temps. Par exemple, la reconnaissance des caractères qui est tellement importante en braille et la compréhension, parce que c'est ça qu'on vise dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les fiches peuvent être utilisées en groupe, que ce soit un groupe d'élèves déficients visuels ou en classe inclusive avec des élèves voyants. L'informatique permet de convertir le braille en noir. Et chacun, de cette façon, peut lire à son niveau de lecture. On peut aussi l'utiliser en accompagnement individuel, soit pour apprendre à lire, soit en tant qu'outil de remédiation. Je pense par exemple à l'orthographe ou à certains aspects de la correspondance grapho-phonémique qui sont difficiles pour tel ou tel élève. Le facsimilé peut permettre à un enseignant de classe de référence de faire travailler l'élève en l'absence de l'enseignant spécialisé itinérant, ce qui lui permet de s'impliquer directement dans les apprentissages de l'élève. C'est vraiment un grand pas pour l'inclusion. Si je devais donner quelques mots-clés sur ce fichier, je dirais progressivité, souplesse, adaptation,
inclusion, mais spécificité aussi, littérature de jeunesse parce qu'elle est très utilisée, et aussi caractère ludique parce que les enfants peuvent aussi apprendre en s'amusant. Merci, Madame Lévy-Dumont. Je rappelle le titre de votre publication, « Exercice de jeu de lecture en braille », accompagné d'un livret pédagogique. Merci à vous. Ça fait tout de même plaisir en tant que chercheur et que formateur qu'une ressource issue d'une recherche puisse être utile aux enseignants et à leurs élèves avec une bonne longévité. Ça donne du sens à notre travail. Bonne journée. C'était Parole d'inclusion, un podcast de l'INSHEA. Merci à chacune et à chacun pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Notez dès à présent la date dans votre agenda pour ne pas l'oublier ou abonnez-vous. À très bientôt.